Nous allons commencer la deuxième partie de la quatrième séance du cours de nutrition carbonée du module de physiologie végétale. Je rappelle que la première séance, on avait commencé à parler du transfert d'électrons, le transfert d'électrons au cours de ces réactions photochimiques, et on avait distingué deux types de transferts, un transfert acyclique, un transfert non cyclique, donc un transfert d'électrons qui se fait depuis le donneur principal des électrons, qui est l'eau, qui va se transformer en oxygène, et donc il va donner des électrons qui vont être transportés, qui vont être transférés en passant par les photosystèmes 2, le photosystème 1, et en passant par un certain nombre de molécules de transport d'électrons, jusqu'à ce que ces électrons arrivent à l'accepteur final, qui est le NAD+, qui va prendre des électrons et des protons pour se transformer en NADH. Et donc ce transfert d'électrons produit de l'oxygène à partir de l'eau et produit du NADPH, qui est l'accepteur final des électrons. Puis ensuite, nous avons parlé du transfert cyclique. Dans certaines conditions, lorsqu'il y a un excès de NADH qui a été formé, le système ou les réactions photochimiques vont stopper ce transfert acyclique pour amorcer, pour mettre en place un transfert cyclique qui se fait uniquement autour du photosystème 1 et donc qui ne produit pas de NADH et ne produit pas d'oxygène. Donc aujourd'hui, on va continuer on va continuer les conséquences de ce transfert ou de ces transferts acycliques et cycliques d'électrons le long de la membrane des thylakoïdes, et on va voir que nous avons, en même temps que ce transfert, une synthèse d'ATP. Une synthèse d'ATP, donc c'est une phosphorylation, mais là, au niveau des chloroplastes, cette phosphorylation va utiliser l'énergie de la lumière, et donc ça va être une photophosphorylation. Une photophosphorylation, donc c'est une synthèse d'ATP, et donc comme toutes les réactions biologiques, nous avons besoin d'une ATP synthase, c'est-à-dire d'une enzyme, cette enzyme qui est localisée au niveau de la membrane des thylakoïdes. Donc c'est une enzyme enzyme qui a besoin d'énergie, et cette énergie, donc, c'est l'énergie qui est libérée par le transfert d'électrons photosynthétiques. Donc les électrons qui sont libérés par les chlorophylles A du photosystème 2 et du photosystème 1, et donc qui sont transportés le long de cette chaîne de transfert d'électrons. Donc, on va voir qu'il y a un couplage entre ce transfert d'électrons et la synthèse d'ATP, c'est-à-dire que le transfert des électrons, que ce soit de manière cyclique ou de manière acyclique, va engendrer une synthèse d'ATP, et donc cette synthèse d'ATP, elle obéit à une théorie, la théorie chimio-osmotique, qui a été émise par le chercheur Mitchell en 1961. Donc justement, on va parler de cette théorie chimio-osmotique. Alors qu'est-ce qu'il stipule, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'à chaque fois où nous avons donc un transfert d'électrons, ce transfert d'électrons ou cette chaîne de transfert d'électrons va fonctionner comme une pompe, comme un mécanisme qui va pomper, qui va transporter les protons H+, donc à travers cette membrane. Donc ce qu'on appelle les pompes transmembranaires, les pompes H+ transmembranaires, ou ce qu'on appelle tout simplement des pompes redox. Et donc ce transfert d'électrons qui va engendrer ou qui va provoquer ce transfert de protons, il va provoquer une différence de potentiel électrochimique de H+, c'est-à-dire on va avoir un gradient de H+, de part et d'autre de la membrane. Donc une partie, d'un côté de la membrane, nous aurons une grande concentration d'H+, de l'autre, nous avons une petite concentration d'H+, ce qui fait que nous avons donc ce gradient de H+, cette différence de concentration qu'on appelle le potentiel électrochimique. Au niveau de cette membrane des thylakoïdes, nous avons également donc l'ATP synthase qui va également fonctionner comme une pompe
qui va transporter les H+ pour les faire revenir donc au milieu d'où ils viennent. Donc la synthèse de l'ATP va résulter du couplage entre ces deux pompes à protons. La pompe qui a été fonctionnée grâce au transfert d'électrons et la deuxième pompe qui est donc l'ATP synthase, donc l'enzyme qui se trouve au niveau de la membrane des thylakoïdes. Donc cette réaction de cette synthèse d'ATP a besoin de l'énergie. Cette énergie, c'est le gradient transmembranaire des protons H+, qui va jouer le rôle de l'énergie. Donc c'est cette différence de concentration de H+, donc de part et d'autre de la membrane des thylakoïdes, c'est celui, donc c'est ce gradient transmembranaire qui va jouer le rôle de l'énergie qui est nécessaire donc au transfert, qui est nécessaire donc à la synthèse de l'ATP. Et on va voir ça de plus près donc dans ce schéma dans lequel on résume la théorie chimio-osmotique. C'est une théorie qui s'applique aussi bien au chloroplaste qu'à la mitochondrie parce qu'on a exactement le même phénomène. Quel est ce phénomène? C'est le transfert des électrons dans une membrane. Dans le chloroplaste, c'est un transfert d'électrons de la membrane des thylakoïdes. Et au niveau de la mitochondrie, c'est un transfert d'électrons qui se fait dans la membrane interne de la mitochondrie. Et donc, si on regarde du côté chloroplaste qui nous intéresse donc dans ce cours, alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc une membrane de thylakoïde. Au niveau de cette membrane, donc il va y avoir ce transfert d'électrons, que ce soit le transfert cyclique ou le transfert acyclique. Donc ce transfert d'électrons qui fait intervenir soit les deux photosystèmes dans le transfert acyclique ou uniquement le photosystème 1 dans le transfert acyclique. Ce transfert d'électrons, c'est la flèche bleue donc du schéma d'en bas. Donc le transfert d'électrons, qu'est-ce qu'il va? Il va jouer le rôle de pompe qui va faire transporter, donc cette pompe qui va transporter les H+ depuis le stroma vers le lumen, ou ce qu'on appelle également l'espace intrathylakoïdal, ou tout simplement la lumière du thylakoïde, c'est-à-dire l'intérieur du thylakoïde. Donc, à chaque fois où nous avons un transfert d'électrons, nous aurons un transfert de protons, et dans le cas du chloroplaste, le transfert de protons, H+, ça va se faire depuis le stroma vers l'espace intrathylakoïdal, donc le lumen. Donc ça, c'est le premier transport, c'est la première pompe, la pompe qui va faire traverser les H+ du stroma vers le lumen, vers l'espace intrathylakoïdal. Puis ensuite vient la deuxième pompe qui est l'ATP synthase, qui va faire revenir les H+, donc depuis le lumen vers le stroma. Et ce retour des H+, va permettre la synthèse de l'ATP. C'est le schéma du chloroplaste qu'on peut appliquer à la mitochondrie. C'est exactement la même chose. Au niveau de la mitochondrie, c'est la membrane interne. Au niveau de la mitochondrie, au niveau du chloroplaste, c'est la membrane du thylakoïde. Donc, pour être pratique, donc on va voir ce qui se passe au niveau lorsque on a un transfert acyclique, donc un transfert acyclique des électrons. Le transfert acyclique, que je le rappelle, donc c'est un transfert qui fait intervenir les deux photosystèmes 1 et 2, et bien sûr l'ensemble de toutes les molécules de transport d'électrons, que ce soit donc la phéophytine, la quinone A, la quinone B, la plastoquinone, la cytochrome B6F, la plastocyanine, donc, et le FD, FNR, jusqu'à ce que les électrons arrivent au NAD+, qui va se transformer en NADPH. Donc, au cours de ce transfert d'électrons acyclique, donc, on va voir donc une augmentation de la concentration dans le lumen du thylakoïde, c'est-à-dire dans l'espace intrathylakoïdal. Donc, cette augmentation de la concentration va avoir deux origines. La première origine, c'est un transfert de protons qui s'effectue au niveau du complexe PQ cytochrome B6. Donc, vous avez des H+ qui viennent du stroma et qui sont transportés par le complexe plastoquinone PQ
cytochrome B6. Donc, on va voir des H+ qui vont arriver dans le lumen. Deuxième origine donc, de cette concentration d'H+ dans le lumen, c'est la libération des H+ due à l'oxydation de l'eau. Vous le rappelez, donc, quand deux molécules d'eau se transforment en une molécule d'oxygène, donc il libère des électrons qui vont être transportés, mais il libère également des protons, donc il libère 4 protons. Et donc, la concentration du lumen, donc de l'espace intrathylacoïdal, va augmenter par rapport au stroma. Et donc, c'est ce que nous avons appelé donc, ce gradient de concentration, ou ce qu'on appelle également le potentiel électrochimique. Bien sûr, ces H+ ne vont pas rester au niveau de lumen. Donc, une fois la concentration a atteint un certain niveau, donc il va y avoir un efflux, c'est-à-dire donc un retour des H+, donc à travers l'ATP synthase. Donc ces H+ vont revenir vers le stroma. Et en revenant et en passant par l'ATP synthase, il va y avoir donc la formation de l'ATP. Regardons maintenant ce qui se passe dans le cas d'un transfert cyclique des électrons. Donc on va reprendre le schéma que nous connaissons. Ce transfert cyclique, bien sûr, ne fait pas intervenir le photosystème 2, donc il n'y a pas de formation d'oxygène et ne permet pas la synthèse du NADPH, mais nous avons toujours un transfert d'électrons qui se fait autour du photosystème 1. Et exactement comme tout à l'heure, donc ce transfert d'électrons va entraîner un transfert de protons toujours par le même système, par la pompe PQ cytochrome B6. Donc, lorsque nous avons un transfert d'électrons dans cette boucle, nous avons un transfert de protons depuis le stroma vers l'espace intrathylacoïdal, vers le lumen. Et donc, bien sûr, ici, il n'y a pas de protons qui viennent de la formation ou de l'oxydation de l'eau. Donc, c'est uniquement les protons qui viennent du stroma et qui vont permettre donc de former ce gradient électrochimique, c'est-à-dire cette différence de concentration entre le lumen, entre l'espace intrathylacoïdal et le stroma. Et bien sûr, quand cette concentration devient importante, nous aurons donc ces H+ qui vont revenir vers le stroma, mais ils ne peuvent revenir qu'en empruntant la molécule d'ATP synthase et le passage des H+ par la molécule de l'ATP synthase va entraîner la formation de l'ATP et donc la phosphorylation. Et dans ce cas, donc, c'est une photophosphorylation. Voilà, donc comme ça, nous avons terminé les réactions photochimiques et on va entamer la deuxième partie de la photosynthèse, c'est-à-dire le cycle de Calvin. Mais avant donc de commencer cette deuxième partie, je voudrais faire un petit résumé donc, de la première partie, c'est-à-dire des réactions photochimiques. Et donc ce sont des réactions qui sont déclenchées par l'absorption de la lumière par les pigments photosynthétiques. Donc cette absorption de la lumière qui se fait d'abord au niveau de l'antenne collectrice des deux photosystèmes 2 et 1. Et donc cette énergie absorbée par les pigments de l'antenne collectrice va être transférée par résonance jusqu'à la chlorophylle A du centre réactionnel, donc que ce soit du photosystème 2, que ce soit du photosystème 1. Et donc, lorsque de l'énergie arrive à la chlorophylle A du centre réactionnel, cette molécule de la chlorophylle A va perdre un électron, et donc cet électron va être transporté selon une chaîne de transfert d'électrons jusqu'à l'accepteur final qui est le NADP, qui va se transformer en NADPH. Et bien sûr, dans le cas du photosystème 2, l'électron de la chlorophylle A qui a été perdu va lui être rendu grâce à l'oxydation de l'eau. Et donc, au cours de ce transfert d'électrons, que ce soit le transfert acyclique qui fait intervenir les deux photosystèmes ou le transfert cyclique qui ne fait intervenir que le photosystème 1, nous avons vu qu'il y avait donc la formation de l'ATP, par photophosphorylation. Et donc, on va pouvoir commencer cette deuxième partie de la photosynthèse, le cycle de Calvin,
On va essayer donc de faire un certain, de rappeler un certain, on va faire un petit historique de cette partie. Et donc, le cycle de Calvin, c'est un ensemble de réactions qui ont été découvertes donc, par le chercheur Calvin, pour lequel donc, il a eu le prix Nobel de chimie en 62, en 1961. C'est un cycle qui a lieu pendant 24 heures par jour, c'est-à-dire puisqu'il n'a pas besoin de lumière, contrairement aux réactions photochimiques qui ont lieu que pendant le jour, là où il y a la lumière. Et c'est un cycle qui va utiliser les deux molécules qui sont formées lors des réactions photochimiques, à savoir l'ATP et le NADPH. Et surtout, donc, c'est un cycle qui va utiliser le CO2 de l'atmosphère comme source de carbone pour produire donc les molécules organiques, les sucres d'abord, puis ensuite les autres molécules organiques. C'est un cycle qui a lieu dans le stroma du chloroplaste et c'est un cycle qu'on appelle également le cycle BBC, c'est-à-dire Benson, Basham et Calvin, les trois chercheurs qui ont été à l'origine de la découverte de ce cycle de Calvin. Donc très rapidement, et sans trop rentrer dans le détail, on va juste évoquer les expériences qui ont permis de mettre en évidence les premiers composés formés lors de la photosynthèse. Ce sont des expériences qui ont été réalisées entre 1952 et 1959 et qui ont utilisé des chlorelles, des algues vertes unicellulaires. Donc ces chlorelles ont été mises en culture dans un milieu de culture donc, qui leur permettant de se développer. Et ensuite, donc, on va les incuber pendant un temps variable, pendant quelques secondes, quelques minutes, etc., en présence du carbone 14, en présence du CO2 dont le carbone a été rendu radioactif, donc le carbone 14. Et donc, ces chlorelles vont être en présence de ce carbone de ce carbone 14, pendant des temps plus ou moins différents. Et donc, lorsqu'on veut arrêter l'expérience, tout simplement, donc on va fixer les chlorelles par l'alcool bouillant. Donc, une fois, lorsque les chlorelles vont tomber dans l'alcool bouillant tout à fait en bas, ils vont être fixés, c'est-à-dire ils vont être mortes, et donc les réactions vont s'arrêter. Et donc, on va regarder à chaque fois quelles sont les molécules qui ont été formées quelques secondes après l'incorporation du CO2, quelques minutes, etc., etc. Donc, après avoir fixé les chlorelles, on va séparer par chromatographie bidimensionnelle. Donc là, je vous renvoie à votre cours de méthode de séparation. Donc, on va séparer les molécules qui ont été formées par les chlorelles. On va les séparer par chromatographie bidimensionnelle. Et on va révéler ces chromatogrammes par différents colorants spécifiques qui vont permettre de mettre en évidence les différentes molécules. Et puisque nous avons utilisé du carbone 14, le CO2 avec du carbone 14, bien sûr, donc pour révéler donc, les molécules qui ont été formées et qui contiennent le carbone 14, il faut avoir recours à l'autoradiographie, donc la technique qui permet de mettre en évidence la radioactivité. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient bien sûr, donc ça c'est le résumé de toutes les molécules qui sont formées. On va commencer par lorsqu'on a incubé les chlorelles pendant 2 secondes, en présence du CO2 pendant 2 secondes. 2 secondes après, qu'est-ce qu'on a? On a la formation d'une molécule, c'est la molécule que vous avez donc sur le radiochromatogramme. 5 secondes après, on a la formation de 3 molécules. Donc la première molécule qui est formée après 2 secondes et 2 autres molécules, ça fait 3 molécules. Puis ensuite, lorsqu'on regarde le radiochromatogramme 30 secondes après, on a pratiquement toutes les molécules. Donc 30 secondes,
c'est le temps qui permet au chlorelle donc, de former pratiquement toutes les molécules à partir du moment où on les a mises en présence du carbone 14. Donc, la première molécule, c'est ça, c'est la molécule qu'on appelle le PGA ou on va l'appeler donc le terme en français, c'est l'APG, l'acide phosphoglycérique. Ça, ce sont des choses, sont des détails qu'on va regarder dans les diapositives, dans la cinquième séance de la semaine prochaine. Donc la deuxième molécule qui est formée, c'est donc la molécule de G3P, c'est le glycéraldéhyde 3-phosphate. C'est une molécule c'est un triose phosphate, donc c'est une molécule à 3 carbones. Puis ensuite, nous avons la troisième molécule qui est formée, donc c'est une molécule qu'on appelle la RuBP, ou c'est un ose qui est formé donc qui contient 2 phosphates. Donc ça, ce sont des noms donc, que vous aurez vous aurez l'occasion de les retenir donc, lorsqu'on aura à détailler donc, ce cycle de Calvin, pardon. Et donc, bien sûr, donc, après 30 secondes, nous avons toutes les autres molécules qui sont formées. Alors, si on fait une conclusion par rapport à cela, donc l'APG, donc la première molécule qui a été formée 2 secondes après l'incubation du CO2, c'est l'APG, l'acide phosphoglycérique. Donc, le premier composé formé est donc à l'origine de toutes les synthèses. La deuxième molécule qui est formée, c'est une molécule à 3 carbones. C'est un trio, c'est-à-dire c'est un sucre qui contient 3 carbones. C'est le glycéraldéhyde 3-phosphate ou tout simplement le G3P. Puis ensuite, nous avons une molécule qui est formée de 5 carbones et qu'on appelle la ribulose 1,5-biphosphate ou tout simplement la RuBP, c'est l'accepteur du CO2. On va voir donc c'est la molécule qui va fixer le CO2 et qui va permettre donc de faire démarrer le cycle de Calvin. Et après donc 30 secondes, nous avons l'apparition d'autres molécules. Bien sûr, les sucres, ce sont les premières molécules à former, puis ensuite, les autres molécules vont arriver, les acides aminés, les acides gras, ainsi de suite. Donc pour résumer, l'incorporation du CO2 se réalise donc de la manière suivante. D'abord, le CO2 va être fixé, va être incorporé par la ribulose biphosphate, la RuBP, pour former 2 molécules d'APG. C'est pour cela que l'APG, donc c'est la première molécule qui apparaît 2 secondes après la fixation du carbone 14. La deuxième réaction, donc c'est une réaction de réduction, et la troisième, c'est une réaction de régénération. Donc le cycle de Calvin peut être résumé en 13 réactions qu'on peut regrouper en 3 étapes. D'abord, la première étape, c'est l'incorporation du CO2 dans la ribulose, c'est-à-dire la fixation du CO2. C'est une carboxylation. Le RuBP, le ribulose biphosphate, donc ribulose biphosphate, c'est la molécule qui va prendre le CO2 de l'atmosphère et donc va se transformer en APG. Et l'APG, donc c'est la molécule qui va être réduite en triose phosphate, en G3P au cours de la réduction. Et ensuite, et enfin, puisque c'est un cycle, nous devons régénérer la ribulose biphosphate à partir du G3P. Donc ce sont des choses sur lesquelles donc, on va revenir en détail lorsqu'on va détailler donc, toutes ces réactions. Et donc pour terminer, c'est juste un petit aperçu du cycle de Calvin. Comme je disais, donc on aura l'occasion de le revoir plus en détail. Donc, si on peut le résumer, nous avons la phase 1 qui permet donc le CO2 qui va être repris par la ribulose biphosphate pour former l'APG, l'APG qui va se transformer en G3P et le G3P qui va redonner la ribulose biphosphate. Nous revenons sur tout cela lors de la 5e séance de ce cours.